Aujourd'hui dans StoryCube, on reçoit un homme qui vit chaque jour avec la mort. Un métier qu'on ne voit jamais, mais sans lequel aucun adieu ne serait possible. Michael est thanatopracteur. Son job, ouvrir les sacs mortuaires, préparer les corps et leur redonner un visage humain. Mais ce qu'il voit lui, personne ne devrait jamais le voir. Des corps en décomposition depuis plusieurs semaines, des accidents atroces, des drames familiaux. Comment on fait la première fois qu'on découvre un corps gonflé, méconnaissable? C'est quoi l'odeur de la mort, vraiment? Et tu dors comment après avoir passé la journée à nettoyer du sang? Et puis il y a les familles, celles qui exigent qu'on habille leurs proches avec un costume trop petit, celles qui veulent qu'on glisse des objets improbables dans le cercueil, un téléphone, une lettre, parfois même une bouteille de whisky. Quels sont les pires accidents, les causes de décès les plus marquantes, les histoires les plus folles derrière les portes du funérarium? Ce soir, dans StoryCube, Michael raconte ce que l'on ne montre jamais, les coulisses de la mort, brutale, réelle, mais terriblement humaine. Bienvenue dans un nouveau domaine que personne n'aborde dans le true crime. Bienvenue dans StoryCube. J'ai eu ce qu'on appelle les morts violentes. Souvent, c'est les gens qui mettent fin à leur jour. Ah ouais? Tout dépend de l'arme à feu. T'as le petit pistolet mignonné qui va faire un petit trou dans l'orifice d'entrée, orifice de sortie, et voilà. Et puis t'as le fusil de chasse où là, il reste plus rien, quoi. Là, j'ai dû m'occuper d'une jeune fille qui avait été tuée par son compagnon. Par son compagnon? Ouais. On en avait écouté parler aux médias, dans les journaux et tout. Je le savais pas. Je l'ai su au moment de le faire. Ouais. J'ai sorti un frère et une sœur d'un salon parce que le frère avait giflé la sœur dans le salon pour une histoire d'héritage de voiture à 4 000 €. T'as déjà vu un truc comme ça, ou un gars qui s'est ôté la vie Et que ce soit violent. Bonjour tout le monde, aujourd'hui dans StoryCube, on accueille Michael. En fait, Michael, il a un métier un peu atypique, il est thanatopracteur. Alors, ça consiste en quoi exactement? Peut-être avant qu'on entre dans ses meilleures ou ses pires anecdotes, c'est pertinent que... peut-être Michael, tu nous expliques, c'est quoi finalement ce métier que tu fais? Alors, le thanatopracteur, c'est la personne qui fait les soins de conservation sur les défunts, voilà, pour ralentir la thanatomorphose, c'est-à-dire la décomposition en fait. Ok, donc en gros, t'interviens une fois qu'il y a un cadavre pour essayer de le préserver le plus longtemps possible. Hein, c'est ça, voilà, le plus longtemps possible, non, juste jusqu'à son départ, c'est-à-dire jusqu'à ce qu'on ferme le cercueil. Voilà, après, il n'y a pas d'intérêt qu'il soit conservé après, mais il doit rester intègre et être non pathogène, donc dépourvu de bactéries, de virus, jusqu'à son départ en tout cas. C'est un métier dont pas beaucoup de personnes parlent et je trouvais ça intéressant de revenir en fait sur différentes anecdotes que tu aurais pu voir un peu durant ta carrière finalement, et de débriefer un petit peu de ça, d'expliquer aussi un peu aux gens ce que c'est ce métier et puis de revenir un peu là-dessus. Toi, t'as commencé comment dans ce métier? Oula, j'ai commencé jeune. Ça m'a attiré vers mes 15 ans à peu près, voilà, je me suis documenté dessus. Et puis ensuite, je suis parti dans un cursus militaire, je voulais être pilote d'hélicoptère, donc rien à voir, j'ai passé un concours gendarme, etc. J'ai été ajourné à cause de mon asthme, et ils m'ont mis 1 an d'ajournement, et je me suis repenché dessus, je me suis redocumenté, j'ai fait un test d'entrée dans une école de thanatopraxie, et je suis parti en stage découverte. Ça m'a plu, et j'ai dit, allez, je me lance là-dedans, puis je suis rentré dans une école, et voilà. Et j'ai commencé dans le funéraire à 18 ans. C'est quoi ce qui t'a plu au début Outre la thanatopraxie, j'étais dans une boîte où je faisais du funéraire de manière générale, et c'est très humain, en fait. T'accompagnes des gens qui ont un vécu, qui ont une importance pour toute une famille, tu vois, c'est pour plusieurs générations, c'est dingue l'importance du rôle qu'on a, et ça me plaisait, j'avais vraiment l'impression de servir à quelque chose. Alors tout métier est bénéfique à quelqu'un, mais tu vois vraiment c'est un métier humain, t'accompagnes, voilà, je sens que je sers à quelque chose si tu veux. C'est quoi un peu les bases en fait que vous apprenez là-bas? Les bases de la thanatopraxie? Ouais, un peu de manière générale en fait. Les bases de la thanatopraxie, t'as quand même une partie très médecine, très scientifique, qu'on soit d'accord, si on n'aime pas la science, c'est pas fait pour nous, voilà, parce qu'il faut connaître l'anatomie, il faut des bases en médecine légale, il faut des bases en histologie. Donc il y a tout un tronc quand même qui est très scolaire. Il faut le savoir, c'est pas la meilleure partie. Et puis après, il y a toute la partie technique. Voilà, toute la partie technique où on va apprendre comment habiller un défunt, comment maquiller un défunt, comment coiffer un défunt, etc. Comment manipuler un défunt. Et voilà, et ça se fait plus dans une partie stage vraiment avec un thanatopracteur. Est-ce qu'il y a dans l'anatomie, vous allez aussi faire des trucs avec des corps ou des trucs comme ça, ou pas forcément? Parce que les gens, je pense qu'ils s'imaginent un peu ça. Est-ce que c'est vraiment ça finalement ou... En fait, si tu veux, ça dépend quel cursus tu fais. Tu peux faire un cursus dans une école privée, à ce moment-là c'est plus schématisé, mais si tu le fais dans une fac de médecine, dans les facs de médecine, il y a ce qu'on appelle des laboratoires d'anatomie, voilà, où il y a des corps qui sont donnés à la science. Voilà. Et bien sûr, on peut pratiquer sur ces corps-là. Donc forcément, c'est beaucoup plus concret. Et là, en effet, c'est des profs d'anatomie, c'est des médecins qui viennent faire des cours de dissection, en fait. C'est-à-dire qu'ils vont de la partie la plus extérieure aller jusqu'à la partie la plus profonde pour comprendre le cheminement, le fonctionnement, où se trouve quoi, et pour imager un peu tout ce qu'on aura appris sur des schémas, tu vois, sur des feuilles de papier, quoi. C'est à partir de combien de temps ensuite que tu commences à exercer ce métier? Eh ben, tout dépend. Parce qu'en fait, il faut que tu aies ton concours en premier lieu. Donc le concours, tu mets à peu près 1 an à l'avoir.
Si tu le loupes, tu attends 1 an pour le passer. Ensuite, tu dois faire à peu près 1 an aussi pour la pratique. Tu as minimum 6 mois de stage à faire, maximum 1 an. Et ensuite, tu passes un examen pratique. Donc si tu as tout du premier coup, en 2 ans, tu peux être diplômé. Mais si tu loupes une des étapes, tu attends 1 an. Donc c'est-à-dire que si tu loupes la théorie et la pratique, tu es parti pour 4 ans, quoi. Quand tu commences ton métier, c'est quoi un peu les premiers trucs auxquels tu es confronté? Est-ce que tu vois déjà un cadavre? Ah mais de toute façon, on travaille sur des défunts. Dès le moment qu'on a fini notre concours théorique, toute la partie stage pratique se fait sur des vrais défunts. On est en permanence avec un thanatopracteur diplômé et on le suit dans son activité. Donc c'est-à-dire que lui, c'est son activité et on le suit et il nous apprend vraiment en immersion totale. Donc en fait, on voit tout ce qu'il peut voir. Comment ça se passe la première fois que tu vois un défunt ou un cadavre? Bah, moi, j'en avais déjà vu avant, du coup, parce que j'avais fait des stages, etc. Et en plus de ça, j'ai intégré la société qui m'avait fait découvrir le métier en stage. Et en fait, en parallèle de mes études, moi, j'étais porteur-chauffeur. Donc, j'étais déjà confronté à ça. J'étais déjà confronté aux défunts, etc. Ça m'a jamais chiffonné, juste je leur parlais au début. Au début, je leur parlais énormément. Tu parlais aux défunts, ça? Ouais, je me retrouvais tout seul avec le défunt, je lui parlais comme s'il était vivant. Tu disais quoi, genre? Ouais, je sais pas, je lui parlais, je lui racontais ma vie, je commentais sa tenue, je lui disais on va vous faire beau, on va bien s'occuper de vous. Mes premiers temps dans le funéraire, quand j'étais seul avec le défunt, je leur parlais vachement. Ouais. Je pense que c'était une manière un peu d'extérioriser, je sais pas. Ouais. Entre-temps, t'as beaucoup d'expérience. C'est quoi un peu les pires cadavres que t'as vus dans le pire des états, par exemple ou... Ouais, j'en ai eu quand même un, mais le pire, ça va être la découverte tardive. C'est-à-dire les corps que tu découvres au bout de plusieurs semaines. Inévitablement, tu les retrouves en plein été. Voilà, ça c'est le plus compliqué, je pense. À quoi, à plus rien. À plus rien, parce que forcément, tu découvres un corps au bout de 3 semaines en plein mois d'août. Il y a les insectes qui sont passés par là, et donc qui dit insecte dit ponte dit asticot, donc en fait il n'y a plus réellement de matière. Tu reconnais pas le défunt, c'est très malodorant. Dès le moment que la prolifération des bactéries se fait, l'odeur va être nauséabonde. C'est aussi comme ça qu'on les retrouve d'ailleurs. T'as déjà eu des demandes irréalisables, tu vois? Genre, je sais pas, ils veulent absolument que le défunt il soit habillé comme ça, mais en fait non. Irréalisable, non, mais des fois il y a un truc cocasse dans le funéraire, il y a beaucoup de situations ironiques, c'est que les gens, je pense, ils ont plus la notion de la corpulence de la personne. Une fois, j'ai une petite mamie, elle m'a amené c'était trop mignon, elle m'a amené les costumes de son mari. Et elle me dit, je rêverais de le revoir dedans. Mais j'ai regardé le costume et j'ai dit, oui. Et c'était son costume de mariage, mais 40 ans avant. Ok, ouais. Mais il y avait 30 kilos depuis. Ouais. Donc si tu veux, des fois, tu te dis, voilà, des fois, c'est marrant. Ils les habillent en fonction de la saison. Mais comment tu fais du coup à ce moment-là, d'ailleurs, quand tu lui as dit non, bien soit tu es en phase avec la réalité, soit tu découpes derrière. Tu découpes derrière et t'enfiles les manches et tu vois, tu découpes pour enfiler comme tu peux. Et puis l'arrière du corps est pas... C'est très très rare de faire ça, il faut éviter. Mais quand t'as pas le choix, t'as pas le choix. Si les vêtements sont pas adaptés, que... Là, dans ce cas-là, t'avais fait ça? C'est ce qu'on a fait, ouais. Ok, putain. C'est ce qu'on a fait, ouais. On l'a fondu dans le dos et puis on a enfilé les manches. Et puis de visu, du dessus, tu vois rien du tout. Ouais. Mamie était contente, il avait son costume de mariée et puis voilà. Okay. Si les gens ils veulent pas entendre raison, au bout d'un moment, ils veulent absolument ça, soit. Hein. Pourquoi est-ce qu'il faut pas trop le faire, ça? Il y a une raison particulière, juste... Par éthique, quoi, parce que c'est... je sais pas, ils ont des vêtements découpés dans le dos, c'est pas... Ouais, c'est pas... Voilà. Non, on évite, mais des fois, en cas d'extrême corpulence, on le fait, ou dans des cas... Comment tu fais pour mettre une robe de mariée à un défunt? Ah, c'est horrible. C'est horrible. La robe de mariée, c'est horrible. Il suffit qu'il y ait des froufrous, des machins, tout et tout. C'est super compliqué à mettre. Ouais. Comment tu fais? Parce que du coup, vous portez le défunt pour mettre comme ça? Non, on a toute une technique de manipulation, un peu comme ce que font le personnel soignant avec les personnes qui sont en mobilité réduite, tu vois. C'est-à-dire? On a tout un tas de techniques. En fait, on avance petit peu par petit peu. Voilà, c'est tout. Il y a tout un tas de gestuels qu'on peut faire. C'est compliqué d'expliquer comme ça pour enfiler les vêtements sans déjà nous faire mal aussi au dos parce que c'est des poids morts et donc à la fin de la journée, c'est voilà. Et en respectant aussi le défunt, quoi. Ok, ouais. Mais si les vêtements sont de taille adaptée, on s'en sort, on peut tout enfiler à un défunt, il n'y a pas de souci. Hein. Il faut juste prendre son temps, voilà. Ça prend combien de temps pour enfiler un défunt comme ça? Ça dépend, une robe de mariée, tu mets 20 minutes. Ah ouais? Putain. Mais sinon, tu as bien un défunt en 5-10 minutes, quoi, c'est pas long. Hein. Si la rigidité est pleinement rompue et que le défunt est totalement manipulable, il n'y a pas de souci, quoi. Tout à l'heure, en off, tu nous as parlé de corps qui gonflent parfois. Comment ça arrive? C'est quoi ça? Un corps peut gonfler de plusieurs façons. Il peut gonfler dû à la prolifération des bactéries, justement. Si tu veux, à l'intérieur de nous, tout au long de notre vie, on a quelque chose qui nous est bénéfique, c'est la flore commensale. Ça peut être la flore vaginale, la flore buccale, la flore intestinale. C'est des bactéries qui tapissent l'intérieur de nos organes creux. Et tout ça, ça nous est bénéfique tout au long de notre vie. Sauf que quand on meurt, on n'a plus de système immunitaire pour les cantonner. Ces bactéries, elles vont continuer de se multiplier, puisqu'une bactérie, elle n'a pas besoin d'un organisme vivant pour se multiplier. Elle peut se multiplier là, par terre, sur le sol, sur mes mains, partout. Et elles vont
se retourner contre nous et elles vont nous manger. Mais dans ce processus-là, si tu veux, et vu qu'on a beaucoup de bactéries dans l'abdomen, parce que c'est là où il y a la matière fécale, où il y a le bol alimentaire, donc c'est là où elles ont de quoi se nourrir aussi, voilà, dans les intestins, c'est là où elles vont beaucoup proliférer. C'est d'ailleurs par là que la tache verte abdominale, en général, le défunt va commencer à s'abîmer au niveau de la fosse iliaque ici. Il va y avoir une tache verte qui va proliférer parce que c'est là où les bactéries prolifèrent et donc l'abdomen va gonfler. Un défunt peut énormément gonfler parce que les bactéries à l'intérieur font leur travail, quoi. Et comment tu fais quand t'as un défunt qui est gonflé comme ça On peut faire ce qu'on appelle le dégazé, c'est-à-dire qu'en gros, on va faire une incision, on va aller jusqu'au péritoine, on va essayer de faire dégonfler, donc chasser les gaz, voilà. Si c'est de l'acide, donc c'est du liquide qu'on va retrouver pareil dans les parties dans l'abdomen, on va le ponctionner, donc on peut en enlever une quantité phénoménale, et en général ça suffit, voilà. Vous enlevez du liquide qu'il y a dans le... Ouais, c'est ça. De l'acide, même des vivants peuvent en avoir, c'est une pathologie qui fait que du coup le défunt, ou la personne va faire beaucoup d'eau, et ça va remplir les interstices entre les organes dans l'abdomen, voilà. On peut le ponctionner à un vivant, et on peut le ponctionner aussi sur un mort. Ça vous est déjà arrivé de retirer des grosses quantités de liquide ou comment ça? Ah oui. Ouais, moi j'ai déjà fait 15 litres sur un défunt. 15 litres? Ouais, 15 litres, c'est énorme. Donc t'as un ventre énorme comme ça, on a l'impression qu'il va éclater. C'est rare, mais ça arrive, ouais. Ça te dégoûte pas? Y a pas un truc de... Non, ça me dégoûte pas, mais après on le sait, un défunt peut exploser, littéralement, avec les gaz, etc. Ça arrive, des découvertes tardives, au bout d'un moment, c'est ça. Comment ça se passe? C'est genre la peau qui se craque au bout d'un moment Au bout d'un moment avec la pression, parce qu'il y a une pression dingue, on y voit des fois quand on scrolle sur les réseaux, on voit les animaux, il y a une image célèbre d'un hippopotame qui se fait manger par un guépard ou je ne sais quoi et il explose littéralement parce qu'il est gonflé comme un ballon de baudruche. Ouais. Après c'est des découvertes tardives, ça arrive rarement parce qu'en général de nos jours les gens meurent soit en EHPAD, soit dans les hôpitaux, donc si tu veux ils meurent en structure, donc tout le nécessaire est fait rapidement. Mais par contre une personne qui est découverte rapidement, je sais pas, au bout de 2 semaines, en plein été ou dans un appartement très chauffé en hiver, puis petit père il avait pas de famille, personne s'en inquiétait avant 2 semaines, et on peut les retrouver dans des états, ouais. De toute façon on est fait de chair et d'os, on est de la viande littéralement, donc imagine-toi un peu quand tu as de la viande dans ton frigo, que tu dépasses la date un petit peu et que tu te rends compte que ta barquette est très gonflée. Ouais. Tu vois? Et c'est ça le principe. C'est qu'en fait, les bactéries, si tu veux, c'est pour ça qu'on dit qu'une barquette gonflée, faut pas manger. C'est que les bactéries, du coup, présentes dessus, se sont multipliées. Elles ont un métabolisme, elles ont créé des gaz, elles font gonfler ta barquette. Un humain, ça peut être pareil. Attends, c'est ouf. On est de la viande de toute façon. T'as déjà eu un corps qui t'a marqué? Un truc qui t'a choqué? Oui, il y a une multitude d'images que j'enlèverai jamais de ma tête. Inévitablement, dans ma carrière, c'est... T'as un exemple comme ça? C'est logique. J'ai eu corps en décomposition très très avancée, mais il reste pas grand-chose. J'ai eu personne qui s'est noyée, retrouvée au bout de plusieurs mois sur une berge, voilà. Donc ça ressemble à quoi, c'est un corps qui à rien, un squelette, avec un petit peu de reste, quoi. C'est pas inévitablement l'eau, les poissons, tout. J'ai eu ça, j'ai eu ce qu'on appelle les morts violentes, c'est-à-dire souvent c'est les gens qui mettent fin à leur jour, tu vois. Ah ouais? Alors forcément quand c'est fait avec une arme à feu, c'est pas... Tout dépend de l'arme à feu. T'as le petit pistolet mignonné qui va faire un petit trou dans l'orifice d'entrée, orifice de sortie, et voilà. Et puis t'as le fusil de chasse où là, il reste plus rien, quoi. Ah ouais, ça fait quoi un fusil de chasse quand tu... Ça fait, tout dépend où est-ce que c'est mis, mais il reste plus rien, quoi. Il reste plus grand-chose, quoi. C'est-à-dire que, ça fait des trous béants, inévitablement, ça part comme ça, c'est large, on voit un peu le fusil de chasse, le ravage que ça peut faire sur des animaux à longue distance, alors de près, imagine-toi que... Après, c'est rare des trucs comme ça, et heureusement. Mais de toute façon, dans ce métier, on sait inévitablement qu'on sera confronté à des choses comme ça. T'as déjà vu un truc comme ça, ou un gars qui s'est ôté la vie Et qui se soit violent? Ou n'importe, tu vois, qui t'aurait... Oui, j'ai eu ça. J'ai eu récemment, vraiment pas beau à voir, j'ai eu. C'était quoi? Il s'est tiré une balle avec un fusil de chasse, quoi. Donc, inévitablement, non, c'est pas des images que on peut pas en tirer du positif, tu vois, y a pas... Parce que déjà, nous, on n'a rien à faire, donc déjà, c'est frustrant de se dire que, Vous faites quoi dans ces cas-là, vous? Rien, on peut pas, on peut pas. Il y a des cas où, si le corps est intègre, on peut quand même habiller la personne, c'est-à-dire que si le corps est intègre, on peut bander la tête, etc., faire de façon à ce que ce soit propre, et on peut quand même habiller le défunt, tu vois, parce qu'au moins, par éthique, la famille sait qu'il va partir habillé, et c'est bien pour eux, tu vois, plutôt que de se dire, tiens, il va partir avec peut-être des vêtements souillés de sang ou quoi. Donc si déjà on peut faire ça, c'est déjà bien. Mais c'est juste vraiment fait par éthique pour le défunt et pour réconforter un peu la famille, tu vois. Ouais. Parce que des fois, on peut ne pas intervenir. Et en fait, si tu veux, la thanatoplastie, c'est la technique qui tente à faire la reconstruction, etc. Ça fonctionne très très bien, on peut faire des miracles. Mais le miracle a ses limites, tu vois. Donc il y a un moment où on ne peut pas pratiquer, et c'est comme ça. Ça vous est déjà arrivé qu'il y a un défunt qui a pas il manque un membre ou un truc comme ça? Ouais, ça m'est arrivé, ouais. Et tu fais comment dans ces cas-là? Tout doit partir avec le défunt, déjà.
Voilà, on ne peut pas dissocier. Donc, c'est-à-dire que si une personne est démembrée, son membre doit partir avec elle. Ok. Et là, vous faites comment? Vous mettez à côté? Ben non, tout dépend. Si c'est une section nette, tu peux suturer. Tu peux essayer de suturer donc du coup les deux membres pour rafistoler. Et sinon, on a tout un tas de techniques. Il faut être un peu MacGyver quand tu es thanato, voilà. C'est genre quoi? Tu peux, si tu as une section, moi ça m'est arrivé une fois sur une jambe, tu panses un morceau de la jambe et tu rends tout ça étanche après avec du cellophane et des pansements, etc. Tu vois, pour que ce soit propre et qu'il n'y ait plus d'écoulement de sang qui viennent tacher les vêtements. Tu fais pareil sur le membre qui a été dissocié, tu vois, et après tu remets les deux avec du cellophane ou des pansements. Donc tu recroches en fait les... Ouais, voilà, si tu veux. Le but, c'est qu'il n'y ait plus d'écoulement. Donc voilà, en fait, le moignon, tu peux le panser, mettre des choses absorbantes, etc. Tu vois, tu peux mettre du cotérant. C'est des produits très forts qui vont cautériser tout ce qui est petits canaux, etc. pour qu'il n'y ait plus d'écoulement. Et puis voilà, tu fais solution débrouille. Moi, j'ai eu un jeune homme qui avait perdu sa jambe. En fait, la famille ne voyait rien parce que si tu veux, on a pu rattacher les morceaux. Et l'idée, c'est qu'en fait, de visu, on ne voit rien et que la personne reparte avec un semblant d'intégrité, si tu veux. Tu sais ce qu'il était arrivé à lui? Enfin, pourquoi c'est... Ouais, accident de voiture, ouais. Ah ouais, putain. Ouais. Ça arrive souvent dans les accidents de voiture comme ça de perdre des membres? Non, mais après ça reste quand même les cas les plus bons. Les cas les plus violents, ça reste quand même les motards. Okay. Ça, on le sait tous. Ah ouais? Inévitablement, il n'y a pas de carrosserie. Mais accident de voiture, ouais, ça peut être violent des fois. Mais pas des fois. Enfin, des fois, c'est très ironique la mort. Moi, mon accidenté de voiture le plus abîmé que j'ai vu est mort en voiture sans permis. C'est ça qui est dingue. C'est ça qui est dingue. Donc des fois, il ne faut pas nécessairement de vitesse. Juste s'il a eu l'accident au mauvais endroit, au mauvais moment, et si tu veux, en fait, il a dévalé un espèce de ravin. Donc il a été très abîmé. Donc il est descendu dans un... Ouais, voilà. Il est tombé dans... Okay. Ouais, il est tombé dans un ravin, donc il a été très abîmé, mais pourtant il est mort en voiture sans permis. Donc c'est pas la vitesse qui a fait que, mais c'est les circonstances. Ah, parce que j'avais pas compris, une voiture sans permis, c'est une voiture qui roule hyper lentement. Ouais, c'est ça, tu sais, les petites les pots de yaourt, là, tu vois. Ouais. Voilà, il s'est tué là-dedans, et pourtant il était très abîmé. On aurait pu dire, il a pris, je sais pas, peut-être il s'est pris un pilier de pont à 150 km/h, mais non, pas du tout. Ouais. Et il avait quoi? Il était... c'était quoi? Ah ouais, c'était pas beau, quoi. Ouais, c'était pas beau, non. Putain. Il y avait toute une partie de visage qui avait plu, etc. T'as déjà eu affaire à bosser avec un corps de quelqu'un que tu connais ou Ouais. En fait, thanato, tu sais, ça court pas les rues, donc inévitablement, nos proches, quand ils perdent quelqu'un, ils vont préférer que ce soit quelqu'un qu'ils connaissent, qui s'en occupe. Donc on va te le demander, donc c'est difficile de dire non, c'est délicat. Et puis moi, je préfère aussi le faire, donc j'ai eu mon grand-oncle quand j'ai été en début de carrière d'ailleurs. Récemment, j'ai eu un ami à moi, puis même deux amis à moi, mais un qui était beaucoup plus proche. Et je l'ai fait parce que je savais aussi que ça allait rassurer sa mère et rassurer mes autres amis, tu vois. Il se passe quoi dans ta tête quand tu fais ça? C'est difficile à dire, tu vois, parce qu'en fait, si tu veux, les 2 premiers jours, j'ai eu le contre-coup. On a dû aller l'annoncer à d'autres amis à nous, etc. Donc si tu veux, je l'ai subi. Le lendemain, dès que tu m'en parlais, je pleurais et tout. Et puis après, il a été autopsié parce qu'il s'est donné la mort. Et dès le moment que je savais que j'allais devoir intervenir sur lui, je sais pas, je me suis mis une carapace, tu vois, il y a eu le côté pro, si tu veux. Je suis intervenu, j'ai fait mon maximum pour l'embellir, etc. Pour qu'il tienne un maximum de jours pour que tout le monde puisse se recueillir, tu vois. Et en fait, au moment où on arrivait à la fermeture de cercueil, c'est le moment où j'ai lâché, quoi. C'est le moment en fait où j'ai craqué parce que je savais que ma mission à moi était finie. Ma mission c'était qu'il reste beau jusqu'au bout. Ça a été délicat, mais j'ai gardé ce côté pro en fait, malgré tout. Et après par contre, dès le moment que je savais que mon job était fini, j'ai vécu un peu mon deuil, tu vois. Et ça a été plus compliqué. Je pense que le côté pro m'a un peu sauvé pendant ces jours-là, quoi. T'as hésité avant d'accepter ou t'as accepté direct? Non, directement. Dès le moment où on me l'a annoncé, dans l'heure qui suivait, j'ai fait savoir à sa mère que si elle voulait, je m'en occuperais, quoi. Ça arrive parfois que le corps il est tellement amoché que tu refuses de le montrer à la famille des défunts, par exemple? Ouais, ça m'est arrivé pour la première fois récemment. Alors c'est compliqué parce que c'est à l'opposé de notre job, si tu veux. Nous, notre job, on fait un cursus scolaire on fait des études et on peut faire, comme je te disais, on peut faire des choses merveilleuses, même sur des corps très abîmés. Donc si tu veux, quand il faut se résigner à dire vaut mieux peut-être pas le voir, tu vois, c'est à l'encontre de notre savoir, donc ça fait chier. Ça m'est arrivé récemment et en plus, première fois que ça m'arrive, c'était une copine à moi. Ouais. Une copine à moi, si tu veux, et je sais que sa maman attendait de la voir, elle m'avait apporté tous les vêtements, etc. Et en fait, elle est revenue trop tard de l'IML, si tu veux, elle a été autopsiée, comme beaucoup de personnes parce qu'elle était jeune. Et on a récupéré son corps 8 jours après. Ouais.
Et il se passe quoi quand c'est 8 jours? 8 jours après, si tu veux, qu'est-ce que tu veux faire? Au bout d'un moment, le temps c'est l'ennemi d'un défunt. Donc pendant ce temps, il y a eu une autopsie. Pendant ce temps, il y a eu les petites bébêtes qui ont fait leur travail et on ne peut pas nécessairement faire quoi que ce soit. J'y suis resté 3 heures quand même. Je l'ai habillé, j'ai essayé, j'ai fait tout ce que je pouvais. Mais à la fin, il faut faire un choix. Il faut faire un choix et il faut se dire, tu sais que ça va compliquer le deuil de la famille parce qu'ils vont pas la voir. Il y avait quoi qui faisait qu'ils ne pouvaient pas la voir? C'était pas dramatique en soi. J'ai même hésité à me dire ils pouvaient, mais elle était un petit peu gonflée quand même et c'était pas elle quoi. Le visage avait été très boursouflé, avait beaucoup changé de couleur et sachant que j'ai pas pu injecter quoi que ce soit, il aurait fallu énormément de maquillage et ça aurait pas été, il y avait pas d'intérêt. Donc au bout d'un moment il faut faire un choix quoi. Tu sais que ça va être compliqué pour eux parce qu'ils vont avoir un deuil difficile parce qu'ils vont pas la voir, mais tu sais que si tu montres aussi à une famille quelque chose qui, si tu veux, nous on a moins de limites parce que c'est notre métier. Mais les gens, c'est leur famille, mais eux ils sont néophytes dans tout ça. Donc si tu acceptes de leur montrer un défunt et que ça les traumatise, il y en a au final qui vont te dire, j'en ai parlé encore récemment sur les réseaux, il y a une fille qui a dit, moi on m'a conseillé de pas voir mon frère, j'ai insisté, ils me l'ont montré et ça restera le plus gros traumatisme de toute ma vie. Ouais. J'aurais dû écouter les professionnels qui m'ont conseillé, tu vois. Ouais. Donc en fait, quand on le fait, c'est pas de gaieté de cœur, on sait que ça va être des deuils très compliqués parce qu'ils n'auront pas cette phase concrète d'avoir vu de leurs propres yeux que la personne était décédée. Mais il faut faire des choix parce qu'au bout d'un moment, il y a des choses qui peuvent traumatiser quoi. Et elle, il lui est arrivé quoi? Elle est décédée naturellement. Ok, ouais. Voilà, dans son sommeil, elle est décédée naturellement et donc voilà. Mais vu qu'elle était jeune, forcément, ils font des autopsies pour savoir. Mais il y a des délais qui sont longs et derrière il y a des familles et c'est compliqué pour nous les pompes funèbres et les thanatos parce que on a la pression d'intervenir après tout ça quoi. T'as déjà été activé sur des défunts où il y avait des histoires de meurtre ou des trucs d'homicide ou des trucs comme ça? Ouais, récemment. T'as un exemple comme ça de trucs où ouais, ça m'est arrivé il y a quelques années là. J'ai dû m'occuper d'une jeune fille qui avait été tuée par son compagnon. Par son compagnon? Ouais. Il était arrivé quoi? Tué par son compagnon. Elle avait une vingtaine d'années. Vous avez parlé d'une histoire de rupture ou une histoire d'un désaccord et il a pris le fusil de chasse et il l'a dessoudé quoi. Et alors moi, si tu veux, donc on en avait écouté parler aux médias, dans les journaux et tout. Et moi, je fais ma journée normalement et j'arrive dans une structure. Donc j'étais que thanato à ce moment-là. Et j'arrive dans une structure pour faire ma journée. Bon, si tu veux, voilà, rien de normal quoi. Et là, tout le monde me dit, ouais, Mika et tout, ça va, tu vas y arriver et tout. Je dis, ouais, qu'est-ce qu'ils ont? Ça va les gars, vous ne demandez pas tout ça d'habitude quoi. En fait, ils m'ont dit, mais tu sais, tu vas faire la petite et tout. Je dis, non, je sais pas. Et en fait, ils me disent, si, celle qui a été tuée par son mec. Je dis, ah ouais, je le savais pas. Donc si tu veux, je l'ai su genre au moment de le faire quoi. Tu réagis comment quand tu vois ça? Est-ce que t'es choqué? Tu sais qu'il n'y aura pas de présentation. Mais là, la problématique, c'est qu'il y a un des parents qui voulait absolument la voir. Chose que je comprends. Donc, vu que le corps était intègre, on s'est dit qu'on allait présenter le corps, mais pas la tête. Okay. Donc, si tu veux, moi, je l'ai quand même habillé, etc., pour qu'ils puissent voir au moins, tu vois, le concret. Ils ont reconnu les vêtements, ils ont pu voir les mains, etc. J'avais laissé une petite partie du menton visible. Ouais. Et voilà, tu sais qu'au moins, ils ont déjà ça, ils vont pouvoir se rattacher à ça, quoi. Tu pouvais pas laisser le haut parce que... Non, parce que la tête était pas visible. Et voilà, quoi. Et tu te dis à ce moment-là, qu'est-ce que je fais là, quoi. Tu te dis, je sais pas, c'est pas dans l'ordre des choses. Ça, tu te dis, t'es un peu victime collatérale parce qu'il y a un dézingué qui a décidé de... Voilà, c'est notre métier, mais c'est pas pour autant qu'on se fait une raison pour tout, quoi, tu vois. T'as déjà vu des familles se disputer parce qu'ils étaient pas d'accord sur la manière dont, je sais pas, le corps devait être traité ou j'en sais rien? Ouais, j'ai déjà vu, ouais. Genre quoi comme... Moi, j'ai sorti un frère et une sœur d'un salon parce que le frère avait giflé la sœur dans le salon pour une histoire d'héritage de voiture à 4 000 €. Oh putain. Ouais, avec la mère à côté qui pleurait, le père qui est allongé pour une voiture à 4 000 ou 4 600 balles. Ils se sont engueulés dans le père même pas inhumé quoi. Et il y avait le défunt à côté. Ouais. Mais tu sais c'est pas rare, hein. Tu sais il y en a, la mort les arrête pas. Hein. Ouais. Ça c'est, il y en a ils sont, il y en a ils sont pas d'accord. Après l'avantage c'est que les tribunaux peuvent statuer sur tout ça. C'est-à-dire que si par exemple il y a un des enfants qui veut une inhumation, l'autre crémation, et s'ils se mettent pas d'accord, nous en fait on contacte le tribunal de proximité et il y a un juge qui va recevoir les gens dans les 24 à 48 heures et qui va statuer, etc. Mais il y a des désaccords, bien sûr. Ça se passe comment que c'est comme ça? C'est quoi les... Je sais pas si tu sais, mais genre comment ils font pour déterminer ensuite Tout dépend. Ils vont prendre plein d'éléments. Moi, je sais que c'est arrivé à des confrères. Ce qui s'est passé, c'est qu'il y avait un des enfants qui était pour un culte, quelque chose de religieux, l'autre non. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que le défunt était en EHPAD et à l'EHPAD, il avait demandé à voir le diacre qui, tu sais, des fois dans les EHPAD, il y a des religieux qui passent, etc. Il avait demandé à le voir.
Et donc il y a une infirmière qui a attesté qu'en effet il avait demandé à plusieurs reprises à voir le diacre. Donc ils sont partis dans l'idée que peut-être cette personne-là avait en effet des convictions religieuses. Donc c'est la personne qui avait l'enfant qui avait choisi le religieux, qui a eu gain de cause. Voilà. Ils ont déterminé comme ça grâce à une infirmière qui a témoigné de l'EHPAD. Ouais. On t'a déjà sorti des clichés absurdes sur ton taf, genre. C'est pour ça que je suis sur les réseaux d'ailleurs, pour répondre à tout ça. Oui, qu'on gagne notre vie sur le dos des morts, qu'on gagne très bien notre vie, qu'on casse les os, qu'on coupe les pieds pour qu'ils rentrent dans le cercueil, qu'on n'a pas d'éthique, qu'on est des gens infâmes, qu'on est solitaire et noir d'esprit. Ça c'est vrai, il y a des gens qui demandent, vous faites parfois des trucs pour que ça rentre dans le cercueil ou juste vous prenez un autre cercueil Non, en fait c'est pas compliqué. Les cercueils, il y a ce qu'on appelle des standards. T'as les standards où la majeure partie des gens passent dedans parce qu'ils sont adaptés justement au commun des mortels. Après t'as ce qu'on appelle des hors-cotes, c'est des cercueils qui sont un peu plus grands. Et après t'as les sur-mesure. Et nous en fait on n'a pas de stock de cercueils, on les commande au jour le jour et en fait tu les commandes la veille pour le lendemain en fait, ou le surlendemain. Donc sachant que les obsèques sont jamais faits avant minimum 3 ou 4 jours, bah t'es tranquille. Ton défunt il arrive, tu le mesures, tu commandes ton cercueil, tu l'as le lendemain ou le surlendemain et puis voilà, c'est aussi simple que ça quoi. Puis il n'y a pas lieu de casser, enfin c'est stupide comme je dis aux gens, quand vous vous cassez une jambe, votre membre ne perd pas 40 cm. Bon bah voilà, c'est pareil. Si vraiment un défunt est trop grand par rapport au cercueil, c'est pas compliqué, tu plies un peu les genoux, c'est tout. Sous la couvrante en fait, avec la hauteur du cercueil, tu récupères de la hauteur, tu plies les genoux et puis voilà, et tu récupères en fait, tu récupères 20 cm et puis c'est tout. Il n'y a pas lieu de casser quoi que ce soit. Ça fait partie des plus gros clichés que. Ah ouais? Ouais, ils pensent les gens. Je dis mais vous imaginez casser les os de quelqu'un? Ça se verrait. Il faudrait utiliser une masse ou je sais pas, des os c'est quand même costaud. Ça se verrait à l'extérieur que la personne elle a été. Aucun intérêt quoi. C'était déjà arrivé que des familles elles montent sur les causes de la mort d'un défunt ou d'un cadavre ou On m'a demandé de mentir sur les causes de la mort d'un défunt. Ouais. En début de carrière, on m'a demandé de mentir sur les causes de la mort. Pourquoi? C'était quoi? Parce que la personne s'était suicidée et la famille voulait pas que ça se sache. Donc on nous a demandé de mentir. Je peux pas dire le mensonge qu'on m'a demandé parce que sinon du coup ça serait grillé. Mais ouais, on nous a demandé de mentir. Parce que si on nous posait des questions, qu'il fallait qu'on dise, qu'on raconte une situation. Autre version de sa mort. Une autre version de sa mort. Ça c'est pourquoi? C'est parce qu'ils veulent pas. Je sais pas, ouais, parce que la famille tenait pas à ce que ça se sache. Je sais pas s'ils en avaient honte, si. C'est particulier après un suicide dans une famille parce que c'est vrai que les gens, ils se posent beaucoup de questions. Les gens, on va leur dire, ah mais quand même, ils ont pas vu que la personne elle allait pas bien, alors que non, tu peux ne pas nécessairement voir. Des fois, c'est un coup d'un seul, c'est une goutte d'eau, un truc insignifiant qui va faire déborder le vase. Et les gens en viennent à cet acte-là. Donc, si tu veux, les familles se remettent beaucoup en question dans le cas du. Et donc là, je pense que c'est ce qui s'est passé pour cette famille. Je pense qu'ils en avaient un peu honte. Ils nous ont demandé de mentir. Bon, bah voilà, soit nous, on n'est pas là pour détailler de toute façon. Hein. C'est quoi l'intervention la plus longue que t'as faite, là où c'était le plus dur de... C'était même pas sur un truc violent ou quoi, ok, pour le coup. C'était une dame qui avait juste énormément de rougeur. Elle avait des espèces de flicten, donc c'est comme de l'eau qui se met sous la peau et ça fait un peu comme quand une personne est brûlée, tu sais, les cloques. Elle était très corpulente. C'était difficile parce qu'en plus, l'injection se passait très très mal. Elle avait sûrement des artères bouchées. Donc à ce moment-là, il faut utiliser plusieurs artères pour traiter tout le corps. Donc forcément, c'est plus long. C'est quoi les injections? C'est des trucs que vous mettez pour que le corps soit pas rouge ou bien c'est... En fait, non, pour conserver le corps simplement. C'est une injection qui est à base de formol. Hein. Voilà, le formol, c'est ce qui va venir vraiment ralentir la décomposition des cellules. On est fait de cellules. Hein. Après, il y a des produits dedans, c'est bactéricides, contre les bactéries, c'est virucides, insecticides, parce que on peut être en contact d'insectes, hein, les défunts. Et c'est aussi coloré, ouais, pour revenir un peu redonner un teint un peu aller au défunt. Vraiment une bonne injection sur un défunt, il y a besoin de très très peu de cosmétiques. Dès le moment que tu injectes un défunt, vu que le sang va être remplacé, donc on ponctionne le sang et que le sang va être remplacé par une solution de conservation qui est légèrement colorée, et tu vas voir en fait le défunt qui va réattraper tu vas voir l'évolution, il va avoir les paupières qui vont se gonfler un petit peu comme si le sang circulait, avec un teint allé, un teint un peu vivant, peau de pêche, et des fois rien que ça suffit. Ok, ouais. C'est magique, tu vois vraiment l'évolution du plan cadavérique et tu vois l'injection qui fait son travail, tu masses bien pour bien que le fluide passe. Putain, du coup, en fait, vous retirez le vrai sang et vous le remplissez par... Ouais, c'est ça. En fait, on utilise le système cardiovasculaire, c'est pas compliqué. Tu te coupes le bout du pied, tu saignes, tu te coupes le bout du doigt, tu saignes, du sang, t'en as partout, en fait, avec la capillarité et tout. Donc, pour traiter l'intégralité des tissus et les organes, etc., on utilise le système cardiovasculaire, en fait. Il n'y a rien de plus simple, quoi. Voilà. Et on ponctionne au cœur, donc on ponctionne le sang veineux, on injecte dans le système artériel, tu sais, c'est ton schéma rouge et bleu en SVT en 4e. Ouais. Toi, tu suivais pas, ça se voit, tu suivais pas, toi. Donc, tu vois le schéma bleu et rouge, voilà, sang veineux, sang artériel, t'injectes d'un côté, tu fonctionnes de l'autre, et puis voilà, c'est une boucle et ça fonctionne très très bien. C'est une technique qui existe depuis 150 ans, ça s'est développé et ça fonctionne très très bien. Et vous injectez depuis le cœur, du coup, t'as dit? Non, on injecte directement dans les artères. Ok. Ouais. Alors, ça peut être les carotides dans la majeure partie du temps, ça peut être les brachiales, ça peut être les fémorales. Ok. Tout dépend des zones qu'on veut traiter, en fait. Normalement, sur un corps qui n'a pas de problématique,
t'injectes juste à un seul endroit et tu ponctionnes à un seul endroit. Vu que c'est une boucle, tu t'en sors. Mais après, voilà, il suffit que la personne ait des artères qui soient bouchées, des problématiques, et il faut des fois aller traiter le membre indépendamment. Donc tu vas aller extérioriser une artère ici. D'où l'intérêt de connaître son anatomie, quoi. C'est dans quel type de cadavre où vous dites, bon voilà, ça sert à rien d'essayer de faire un truc, c'est plus possible? Il y a plein d'éléments qui rentrent en compte. On sait que pour une famille, c'est très important de voir un défunt pour son travail du deuil. Donc nous, on fait tout pour. Après, si le corps est trop abîmé, qu'on sait qu'il n'y aura pas beaucoup de visites, parce que la personne, par exemple, n'avait pas d'enfant, n'avait pas de famille, etc. Quand tu dis trop abîmé, c'est genre à quel niveau de... Un corps vert. Ok, ouais. Un corps vert, où on a ce qu'on appelle la circulation posthume, où vraiment on voit que toutes les bactéries, en fait, là où on voit nos veines à nous, il y en a, tu vois des veines toutes marron, qui ont vraiment, toutes les bactéries ont proliféré à l'intérieur. C'est ce qu'on appelle la circulation posthume. S'ils sont trop gonflés, qu'ils ont déjà viré au vert, etc., il n'y a plus trop d'intérêt. Au bout d'un moment, on n'est pas magicien. Voilà, si vraiment derrière, en plus de ça, après on voit aussi avec la famille, tu vois. Moi, ce que je fais, c'est que quand j'ai un défunt ou j'ai des doutes, on en parle à la famille, on leur explique. Soit ils vont dire directement, bon non, écoutez, laissez faire, on laisse comme ça, c'est pas grave. Et si vraiment ils sont insistants, qu'il y a des enfants derrière qui veulent voir et tout, on peut toujours tenter, mais il n'y a pas forcément de résultat derrière. Après ça se tente. Et t'as d'autres cas comme ça, genre s'il manque des membres et tout ça, vous le faites quand même? Du coup, vous essayez quand même de le... Ouais, en soi, un corps démembré, tu sais, l'important c'est de voir le visage, on va pas se mentir. L'important c'est de voir le visage, un peu le haut du buste. Donc en soi, une personne à qui il manque un avant-bras ou une jambe, sachant que ça peut se camoufler très très facilement sous des vêtements et sous des couvrantes, c'est pas un souci. Il y a des odeurs parfois comme ça quand vous travaillez dans ce genre de truc? Ouais, bien sûr. Après, moi, les odeurs, ça me dérange pas, puis on a des masques à cartouches aussi, c'est obligatoire parce que tu sais, le produit qu'on utilise, donc le formol dégage du formaldéhyde et c'est très nocif pour la santé, c'est classé CMR. Ça fonctionne bien la thanatopraxie, mais parce qu'on utilise des produits qui sont... Il n'y a rien de naturel là-dedans, qu'on soit d'accord, c'est une certitude. Et donc on est protégé avec des masques à cartouches, mais sinon oui, un corps peut être très malodorant. Et les découvertes tardives, en général, c'est comme ça que... Tu sais, il y en a, ils meurent dans des immeubles, dans des appartements, en fait, quand ça commence à embaumer tout le hall, et puis tout le palier, et puis ils comprennent qu'il y a quelque chose, quoi. T'as déjà genre, pleuré devant un truc ou devant une histoire que t'as vue, tu vois, devant une affaire Pas dans le cadre d'un soin. Quand on fait les soins, tu sais, on n'a pas spécialement le contact. Les thanatos qui font que de la thanato, ils ont le défunt, ils n'ont pas spécialement le contact avec la famille. Donc si tu sais pas trop ce qui s'est passé, ça va. Le plus compliqué, c'est les cérémonies. Les cérémonies, moi, il y a des moments, bien sûr, où tu es à la limite d'eux, tu vois. Il y a une fois, j'ai eu un enfant dans le cadre d'un soin, et il lui avait mis tous ses jouets avec lui. Et la conseillère est venue nous raconter qu'il avait un de ses jouets préférés, mais c'était un petit dragon d'une série, d'un dessin animé, je sais pas. Puis l'aile était cassée et tout. J'ai pas pu m'empêcher de réparer l'aile de ce dragon. J'ai dit, mon Dieu, c'était son jouet et tout. Il va partir avec, donc du coup, en fait, pendant que ma maître de stage travaillait, moi j'ai réparé la petite aile du dragon, je l'ai recollée et tout. Et il est parti avec son dragon, j'étais content. Là, c'était compliqué quand même. Il est arrivé quoi, le garçon? Je sais plus ce qu'il avait fait, un AVC, je crois, un truc comme ça. Ouais. Il était jeune, quoi, il avait moins de 10 ans. Donc ouais, putain. Je te dis, c'est pas dans l'ordre des choses, quoi. Mais après, ça fait partie de notre métier, donc il faut savoir se mettre des barrières. C'est quoi les cas les plus fréquents de décès de cadavres que t'as comme ça? C'est les morts naturelles, hein. C'est papy-mamie, quoi. À 99% du temps, c'est papy-mamie, c'est-à-dire que c'est des gens de plus de 80 ans qui sont décédés en EHPAD ou... Voilà. Après, il y a beaucoup de cancers. Ça, c'est la maladie du siècle, on le sait. Mais voilà, dans les 3/4 du temps, c'est des choses très basiques, des gens qui sont morts pendant leur sommeil ou qui ont été malades, qui sont morts à l'hôpital, et puis voilà. Et après, il y a les cas les plus marquants, quoi. C'est quoi les étapes par lesquelles tu passes quand tu reçois un corps, par exemple Alors, en premier lieu, donc dans le cadre d'un soin, tu identifies ton défunt, tu vérifies que tu vas bien pratiquer sur la bonne personne, il a forcément un bracelet, c'est obligatoire, voilà. Tu vas aseptiser le défunt, c'est-à-dire, en fait, c'est le désinfecter. En fait, concrètement, tu aseptises un corps, tu désinfectes une table, voilà. Donc tu l'aseptises, notamment les cavités, la bouche, le nez, les yeux, c'est des zones qui sont très pathogènes. Tu vas faire ta recherche artérielle, donc tu vas inciser, extérioriser ton artère, tu appareilles ton artère, tu mets une petite canule dans l'artère pour injecter, ce que je t'expliquais tout à l'heure. Voilà, donc tu commences à injecter, tu vas masser ton défunt, notamment les extrémités, les oreilles, etc., pour bien chasser l'accumulation de sang et pour bien que le produit vienne pénétrer toutes ces zones-là, tu vois, qui sont assez loin du point d'injection. Ensuite, tu vas ponctionner au cœur, tu fais ta ponction cardiaque. Ponction, c'est quoi? C'est quand tu mets le produit ou sens? L'injection, c'est quand tu injectes le produit, et la ponction... Ah, c'est quand tu enlèves le... Ouais, quand tu retires le liquide biologique. Donc en premier, tu commences par la ponction cardiaque, tu vas ponctionner vraiment le sang, tu pousses d'un côté et tu ponctionnes de l'autre. Et tu ponctionnes aussi l'abdomen, voilà, s'il y a des liquides, notamment l'urine, etc., ou tout ce que tu peux trouver de l'acide, du liquide pleural. Dans l'idée, je dégrossis. Ensuite, tu vas suturer ces points d'injection que tu as fait, voilà. On va faire le méchage, très important, parce qu'il peut y avoir, malgré la ponction, une remontée de fluide. Donc tu mèches la bouche, plus la gorge et le nez.
voilà. On va faire la ligature de bouche, on ferme la bouche du défunt, hein. On va fermer les yeux. Ça, vous faites comment, fermer la bouche du défunt Bon, en fait, on immobilise la mandibule. C'est vraiment la mandibule qu'on immobilise. On a une technique avec un fil et une aiguille, donc c'est pas du tout sur les lèvres qu'on travaille. Si un défunt, tu veux lui ouvrir les lèvres, tu verras ses dents en dessous, à coller, voilà. Mais c'est pas du tout sur les lèvres qu'on travaille. On n'est pas là, on n'est pas dans le seau, hein. C'est ce que je dis souvent. On immobilise la mandibule, voilà. C'est sur quoi, du coup, que vous... On a une technique, c'est compliqué à imager, mais tu passes, si tu veux, par en dessous, viens attraper ta mandibule avec ton fil et ton aiguille, et ensuite tu vas choper l'arête nasale, mais sous les lèvres, tu vois. Ok, ouais. Tu chopes l'arête nasale, et voilà. Et en fait, c'est une petite technique, ça se fait en 2 en 3 mouvements, et on immobilise du coup la mandibule. Ensuite, on ferme les yeux, important, avec des couvre-œils, voilà. C'est comme des petites lentilles en plastique, un peu plus dures. Ça garde le galbe de l'œil, parce que l'œil, avec la déshydratation, dès qu'on meurt, en fait, dès le moment qu'on s'hydrate plus, on déshydrate, on dessèche, en fait. Donc l'œil va se rétracter aussi, c'est pas beau si les yeux commencent à se creuser. Donc cette petite lentille là va garder le galbe de l'œil, voilà. Et puis après toute la préparation esthétique, on va maquillage, coiffure, cosmétique, habillage, etc. À bien dissocier la cosmétique du maquillage. La cosmétique c'est quelque chose de naturel où on va unifier le teint, etc. Et le maquillage ça va être fard à paupières, fard à joues, rouge à lèvres. Ouais. Incroyable. Ça prend combien de temps tout ce process là 1 heure. 1 heure sur un défunt lambda, 1 heure. Après, ça peut aller 3, 4 heures, 10 heures pour des cas de reconstruction extrême. C'est quoi, genre des cas de reconstruction extrême Moi, j'ai eu connaissance d'un thanato. J'ai plein de collègues qui sont intervenus sur des corps très accidentés où ils y ont passé des journées complètes. Et moi, j'avais eu, quand j'étais jeune, j'avais parlé à un thanato, il avait passé 13 heures sur un corps. C'était un mec qui était tombé dans un canal, là où une péniche était en train d'amarrer. Alors, péniche vs le monsieur, voilà quoi. Et en fait, il a reconstruit le visage de l'intérieur, il a tout poussé de l'intérieur et tout. Ok. Mais il y en a, ils font un travail d'orfèvre. Hein. Le visage était écrasé, genre dans le... Ouais, le monsieur, il faisait 8 cm d'épaisseur à la fin. Oh putain. Tu vois, 8 cm, c'est ça. Et en fait, il a quand même présenté la tête, il a tout refait de l'intérieur, si tu veux. Il a incisé l'arrière, il a tout refait de l'intérieur, tu vois, en mettant du volume avec du coton et tout, pour remodeler la tête de la personne. C'est dingue. Hein. Non, mais moi, je connais des thanatos qui font des miracles, des trucs, mais dingue. Tu verrais de quoi ils partent et qu'est-ce que tu as à la fin. Mais c'est des heures et des heures de travail. Écoute, Michael, merci infiniment. Est-ce qu'il y a peut-être un dernier mot que tu voudrais dire aux gens qui regardent la vidéo? Je sais pas, d'ailleurs, tu lances une émission, non, si j'ai pas bêtise? Oui, tout à fait. Je lance une émission aussi, voilà. Ça s'appelle Dernière Volonté, où je vais interviewer des célébrités sur leur dernière volonté. Simplement parce qu'on est confronté tous les jours à des gens qui n'ont jamais évoqué ça de leur vie, en fait, qui n'en ont jamais parlé. Et pourtant, il faut en parler, il faut le savoir. C'est important de savoir tout ce que nos proches veulent et ce que nous on veut. Parce que ça évite, lorsqu'on perd un proche, c'est double peine, sinon, de se dire on doit faire des choix pour lui, etc. Donc ouais, je lance ce concept-là. Et avec des célébrités, ça va être très sympa pour humaniser un peu tout le monde et pour montrer qu'on est tous sur le même pied d'égalité face à la mort, quoi. Avec grand plaisir. Je crois que tu fais toi-même aussi d'ailleurs des vidéos sur les réseaux. Tout à fait. Parler un petit peu de ça. Ouais, tout à fait. Je pense que ce qui est important, en fait, si tu veux, c'est que les réseaux sociaux, c'est un outil de communication dingue. J'ai rencontré des thanatos du monde entier. C'est formidable. On peut échanger du savoir avec des gens. Moi, j'ai parlé à des thanatos mexicains, canadiens et tout. Et en fait, je me suis dit que c'est un sujet universel. Tout le monde a le droit de savoir. Donc moi, en effet, j'en fais des petites vidéos où j'explique simplement, naturellement, ce que c'est notre métier, parce que en fait, c'est un sujet qui concerne réellement tout le monde, en fait. Donc voilà. Exceptionnel. Michael, merci infiniment. Mais de rien. On mettra évidemment les liens en première ligne de description si vous voulez voir ça. Autant ces réseaux que ton émission, c'est déjà sorti quand cette vidéo sort. Avec grand plaisir. C'est déjà la fin de cet épisode. Je vous rappelle que si vous voulez continuer à passer la soirée avec moi, il y a 2 vidéos qui s'affichent maintenant sur l'écran. Vous pouvez cliquer sur un des épisodes pour continuer la soirée avec nous. Pour les autres, on se donne rendez-vous très bientôt. C'était Noah dans Story Cube. Bonne soirée.